Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur Mosaïque Cristal. Avant de passer aux actualités du jour, valorisons les centres-villes qui ont souffert de la crise sanitaire. Pour récompenser les plus beaux d'entre eux, les Vitrines de France organisent un concours national. Et la ville de Sarreguemines est en lice avec 56 autres participants. Pour voter, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le compte Instagram et la page Facebook des Vitrines de France, puis de réagir sur la photo de Sarreguemines. Les votes sont possibles jusqu'au 6 septembre. Et maintenant, place au journal. Direction les berges de la Sarre pour une mise à l'eau plus qu'attendue. Après une édition reportée en raison du Covid, la boucle des faïenciers s'est tenue pour la 4e fois. Une épreuve en eau libre organisée par le Cercle nautique de Sarreguemines dans le cadre de la Coupe de France. La météo est capricieuse, l'eau est à moins de 20 degrés, mais l'envie est là. Il y a eu trop de compétitions annulées jusque-là et on était en capacité de le faire compte tenu des contraintes sanitaires. Donc on a dit voilà, quel que soit le nombre de personnes présentes, on se lance, on relance un petit peu l'activité parce que ça a été vraiment trop longtemps à l'arrêt. Le club nautique Lorraine, les clubs de triathlon, de canoë-kayak et d'aviron prêtent main forte pour encadrer les 4 courses de 500 mètres, 1250 mètres, 3 km et 5 km. Dans l'eau, on retrouve des nageurs issus de tout le Grand Est, de la région parisienne, de Belgique ou encore du Luxembourg. Malgré cette diversité, le nombre d'inscrits est largement en dessous cette année. On était à 280 nageurs la dernière édition, on en est à 90 cette année. Donc voilà, le ratio il n'est pas en notre faveur, on est bien d'accord. En revanche, on a 90 nageurs qui sont contents de renager et puis contents de se mettre à l'eau. Dont 15 licenciés de Sarreguemines. Comme l'athlète Aurélie Muller, très largement en tête sur la course d'endurance de 1250 mètres. Pour preuve, c'est 400 mètres d'avance sur les 34 autres participants. Sur cette course, à noter également que le podium est entièrement sarregueminois pour la catégorie des moins de 16 ans. Un moment convivial, mais qui n'en demeure pas moins une performance sportive. Les classements et résultats de chaque course compteront pour la Coupe de France, une compétition composée de 40 étapes hors des bassins traditionnels, comme ce fut le cas à Sarreguemines. Après 300 ans d'histoire, dont la plus grande partie s'est écrite avec le verre, le village de Goetzenbrück inaugure sa nouvelle place du verre. La déconstruction du bâti comportant une importante pollution de l'air a été intégralement prise en charge par l'EPF Grand Est, à hauteur de 600 000 €. Pour la dépollution du site, les frais se sont élevés à 118 546 €, avec un reste à charge pour la commune de 23 705 €. En lieu et place d'une friche industrielle plantée au milieu du bourg, c'est une nouvelle page qui se tourne pour la commune. 3 ans de chantier avec un gros volet démolition-dépollution du site. La fin des travaux et cette inauguration coïncident, hasard du calendrier, avec le tricentenaire de la commune. Il est dommage que le soleil nous a un peu trahis, mais bon, le soleil brille dans tous les cœurs des habitants du village, je pense, et on est fiers de ce que l'architecte et ce que la commune a réalisé. Le nouvel aménagement intègre un belvédère offrant une vue inédite sur le village et notamment la chapelle des Verriers juste à côté de la place. Une chapelle classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dont la charpente a déjà été restaurée. Je prends l'engagement aujourd'hui devant vous de ne pas oublier la chapelle des Verriers et elle sera réhabilitée avant la fin de mon mandat, avant 2026 ou plus tard. Si la pluie s'est invitée à l'inauguration officielle de la place du Verre, les festivités de la soirée se sont déroulées au sec. Au programme, plusieurs groupes des environs se sont succédés sur scène. Mention spéciale aux locaux de l'étape, John Katanka et les Serial Killers. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde pour une soirée rock au Pays du Verre et sans masque. Un petit peu de la vie d'avant, avec en point d'orgue un feu d'artifice tiré depuis la mairie.
Dans la quiétude de l'étang de Hanau, Mathilde Weber, étudiante en mise en scène au TNS, ouvre le festival des récits du dehors. Elle fait partie des brigades contemporaines de la traversée de l'été au TNS, qui vient de terminer ses représentations dans la métropole de Strasbourg. Pour la 2e année consécutive, la médiathèque Joseph Schaeffer invite le public hors les murs pour assister à des lectures en pleine nature. Pour ouvrir le bal, Mathilde a choisi un texte sur la survivance, Croire aux fauves, de Nastasia Martin, anthropologue, spécialiste des populations du Grand Nord. Le récit revient sur un événement bouleversant survenu en 2015, quelque part dans les montagnes du Kamtchatka, à l'est de la Russie. L'événement est un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. À mesure qu'il s'éloigne et que je rentre en moi-même, nous nous ressaisissons de nous-mêmes. Lui sans moi, moi sans lui. Jusqu'au 21 septembre, les récits du dehors vous invitent dans la nature. Moulin d'Eschwiller, cimetière anabaptiste de Anvillers, sous le chêne de la chapelle Saint-Joseph d'Ormerswiller. Prochain rendez-vous le 3 septembre dans la forêt du Waldeck avec, dans l'Egelsart du Loup, une nouvelle policière de Nicolas Turon. C'est la reprise pour le SFC, avec une victoire pour la première journée du championnat de Régional 1. 20e minute, ouverture du score par le faïencier Adel Gendez. 3 minutes plus tard, le club FC Soleil Bischheim égalise avec son seul et unique but. Le ton est donné, le match s'annonce serré. On s'attendait à souffrir parce qu'on a des degrés de forme différents, parce qu'on a fait une préparation un petit peu mitigée. On a eu des garçons, des blessés, des garçons qui sont partis en vacances, revenus. Donc on s'attendait à un match difficile. Et ça l'a été, mais après, la victoire est d'autant plus plaisante. Quand vous souffrez, c'est toujours mieux. 34e minute, le Sarreguemines Football Club reprend du galon avec le but de Thierry Asli. Une remontée de terrain rondement menée. Non, mais ce qui me plaît surtout, c'est à un moment donné, ils ont l'opportunité de revenir à 2-2. Notre gardien fait un arrêt décisif et derrière, il a été encouragé par toute l'équipe. Donc ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est cette solidarité qui nous a permis aujourd'hui de nous imposer. Cette reprise à domicile au stade de la Blise s'est faite avec de belles actions, une bonne dynamique de groupe, mais le travail ne fait que commencer pour les Bleus. On ne va pas s'enflammer, il faut continuer à travailler, on a encore beaucoup de lacunes. Il y avait une belle équipe en face de nous. Avec des joueurs de qualité qui ont joué bien au-dessus. On essaie d'apprendre. On a fait jouer pas mal de jeunes, c'est leur premier match à ce niveau-là d'ailleurs, certains. On n'a pas été beau, mais on a été efficace. Pour l'équipe, l'objectif du jour est atteint. Prochaine étape, améliorer la défense et se développer encore plus athlétiquement. Rendez-vous le 5 septembre pour la 2e journée de rencontre contre l'équipe de Weiersheim. C'est une grande première pour le Forum des associations. Il s'est déroulé vendredi soir à l'espace culturel de Puttelange-au-Lac. Une douzaine d'associations locales ont répondu présent. Cet événement a été organisé par le Foyer des Lacs et la commune pour permettre au public de les découvrir. Une rencontre avec un but précis. Le but du Forum des associations, ça va être de recréer une dynamique au niveau de la vie associative à Puttelange. Étant donné qu'on a eu le Covid l'année passée, la vie associative était un peu au point mort. Donc l'idée, c'est vraiment de relancer cette dynamique. Un petit spectacle a été donné pour animer le forum. Maître Hugo fait partie du cercle d'escrime de Sarreguemines. Il a travaillé plusieurs heures avec des jeunes du Foyer des Lacs. Armés de leurs sabres laser, ils ont offert au public une représentation sur le thème de la guerre des étoiles. Les travaux de la route RN61 reliant Sarreguemines à Groß-Blitersdorf vont débuter aujourd'hui. C'est à partir de ce soir que la route dans le sens Sarreguemines-Groß-Blitersdorf va être coupée entre le giratoire de la Rotterspitze et l'échangeur de Roulin. Cette première phase des travaux va durer jusqu'au 2 septembre de 19h30 à 6h. Le chantier va se dérouler en 7 étapes. Les fermetures des routes et les déviations varieront en fonction de l'avancée du chantier. Ce tronçon emprunté par plus de 20 000 usagers chaque jour, dont 6 à 10% de poids lourds, va être rénové. La route est l'une des plus dégradées dans le secteur de Sarreguemines, elle devenait dangereuse pour les usagers. 10 000 tonnes d'enrobés seront posées. Les travaux vont durer jusqu'au 28 septembre.
Info toujours, la piscine de Sarralbe ferme ses portes à partir d'aujourd'hui jusqu'au mardi 7 septembre inclus. Pas d'inquiétude, il s'agit de la vidange annuelle du bassin aquatique. Alors vous ne pourrez plus nager, mais d'ailleurs, est-ce que la météo est propice pour faire du sport en intérieur ou en extérieur? On regarde les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la matinée de demain va commencer dans le brouillard par endroits, mais qui va se dissiper rapidement. Les nuages alternent ensuite avec les éclaircies en journée, puis le ciel va finir par se dégager en soirée. Côté température, les minimales iront de 0 à 12 degrés et les maximales de 18 à 21 degrés. Demain, nous fêtons les Aristides et il fera jour de 6h46 à 20h16. Passez tous une belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Alors je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Oh non, tu peux pas faire cette blague. Mais ça va, toi t'es comme moi, t'es vacciné. Mais tu me diras, mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui quoi? C'est tellement important. Perso j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? Eh oh, doucement là, hein. Moi je la comprends. Moi non plus je le connais pas ce vaccin. Par contre les conséquences du Covid on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps même. J'avoue moi aussi j'hésite. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital? Tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. La question c'est pas seulement de te protéger toi mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi les autres. Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment ce vaccin? Grave. Ah, c'est vrai ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace ce vaccin? Oui. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. Pour cette deuxième partie d'émission, on vous emmène en immersion à la découverte d'un matériau qui a marqué l'histoire de notre territoire, le bois. Depuis la naissance de l'activité, elle n'a pas arrêté d'évoluer. Une histoire racontée par Flora Lemery et les grands acteurs du bois. Bon visionnage et à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour un petit peu spécial. Aujourd'hui, on vous emmène en immersion à la découverte d'un matériau qui compte dans l'histoire et le patrimoine de notre territoire. Il s'agit du bois. Nous traverserons le secteur à la rencontre d'invités qui nous éclaireront sur le sujet et vous verrez en images toutes les facettes que comporte le bois. Mais avant ça, je vous propose un point sur la naissance de l'activité ici. L'homme et le bois. Une histoire qui dure depuis des millénaires. À la préhistoire, il lui a permis de découvrir le feu, de fabriquer des armes et déjà les premiers meubles. Durant l'Antiquité, on voit apparaître la roue et les charrettes qui révolutionnent le transport. Jusqu'au Moyen-Âge, l'exploitation du bois se fait uniquement de façon manuelle. Hache, scie et corsoir, le travail est long et pénible. Cette pénibilité et les besoins en bois toujours grandissants ont poussé l'homme à fabriquer des machines. Ainsi naissent les premières scieries. Au départ, on parle plutôt de moulins à scier des planches puisque pour fonctionner, les premières machines utilisent la force hydraulique. C'est le cas du haut fer, une scie entraînée par un mécanisme de bielle-manivelle. On transforme ainsi le mouvement circulaire de la roue en un mouvement rectiligne de va-et-vient. Au XVe siècle, Léonard de Vinci réalisait déjà des esquisses de cette machine. Le système sera breveté bien plus tard,
à la fin du XVIIIe siècle pour arriver dans la région au XIXe. Au moulin des Juilaires, on peut encore observer le haut-fer de la scierie Le Jeune de Sirstal, daté de 1773. Cette technique marque le point de départ de l'industrialisation et de l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, celle du travail du bois. Christian Lejeune, vous, votre propre histoire avec le bois, elle dure depuis toujours en fait. Elle dure depuis toujours, elle dure depuis très longtemps. Oui. Je suis certes le vieux Lejeune, c'est vrai, mais j'ai repris cette affaire en 83. Qui était à vos parents? Qui était à mes parents, à mes grands-parents, à mon arrière-grand-père. C'est une entreprise qui date de 1873, de père en fils. Je suis la 4e génération et la 5e génération est déjà là. Elle est à venir. Elle est à venir. Alors, d'où viennent ces grumes? Où est-ce que vous fournissez? Alors, ces grumes viennent en partie de la région, mais également une grande partie de l'Allemagne, de la proche Allemagne, donc de la Pfalz. Donc c'est un avantage d'être frontalier pour vous. Tout à fait. Qu'est-ce que vont devenir ces grumes? Est-ce que, par exemple, celui-ci, ces grumes-là, est-ce qu'on sait ce qu'elles vont devenir déjà? Alors ça, c'est des billes de pied Douglas qui vont devenir du parquet grande longueur et grande largeur. Et les grumes qui sont à côté, donc ce sont des surbilles en Douglas qui sont destinées à de la charpente. D'accord, donc les produits finis sont très variés en fait. Ils sont très variés, ça part du coffrage en passant par la charpente, en allant jusqu'au parquet, aux meubles. Donc c'est vrai que c'est très varié. Eh bien justement, je vous propose de faire un point sur la transformation du bois à travers les années. C'est parti. Au fer, déligneuse si multiples, la scierie du Moulin des Juilaires présente une grande collection d'outils et de machines utilisées pour le travail du bois. Des machines d'un autre temps. Pourtant, si on compare ces machines à celles utilisées par la scierie Le Jeune de Sirstal aujourd'hui, on remarque quelques similitudes. Le principe, en gros, n'a pas changé, en fait. On retrouve très souvent le système de bielle comme système d'entraînement. Sauf que le moulin n'est plus actionné... Enfin, il n'y a plus de moulin, c'est des moulins électriques, c'est des moteurs, en fait. De la grume à la planche, le circuit de production des scieries a très peu changé. À l'ordre, disons, d'une scierie, il y a toujours une scie de tête, c'est la première scie, qui fait les premiers traits de scie, donc ce qu'on appelle ici la scie à haut fer. Nous avons une déligneuse et ensuite, disons, dans le type de machine, on présente, disons, la valorisation du bois par différents corps de métier, le menuisier, le charron, l'ébéniste, le charpentier. Si le principe est resté, les techniques ont tout de même évolué pour augmenter la vitesse de production et rendre le travail moins pénible. Les machines ont remplacé les outils, l'électricité a remplacé la force de l'eau, les scieries ont remplacé les moulins à scier des planches. Les scies les plus modernes aujourd'hui, ce n'est plus des scies à haut fer ou des scies à cadre, c'est des scies à ruban et qui scient dans les deux sens, donc sur l'aller comme sur le retour. Aujourd'hui, disons, les scies ressemblent étrangement à celles d'il y a 2 ou 3 siècles, sauf que les matériaux utilisés ne sont plus le bois, mais sont des aciers, en fait. Mais le fonctionnement reste en gros le même. Aujourd'hui, il y a également des machines spécialisées, comme l'écorcheuse, qui permet de retirer l'écorce des grumes très rapidement. À travers son histoire, la scierie Le Jeune est un bel exemple de cette évolution. Une activité qui se transmet de père en fils depuis 1872. Aujourd'hui, Christian Lejeune travaille avec ses 2 fils qui représentent la 5e génération de l'entreprise. Christian Lejeune, est-ce que vous avez remarqué des changements pour les scieries à travers les années? Évidemment, en 1872, les bois étaient livrés à la scierie avec des bœufs ou des chevaux. Aujourd'hui, c'est un camion avec 30-40 mètres cubes de charge, oui, effectivement. Au niveau du sciage, à l'époque, c'était la roue à aube, le canal d'alimentation de la roue à aube et le haut fer, un cadre en bois avec une seule lame. Et aujourd'hui, on travaille avec des machines qui sont beaucoup plus performantes. On fait beaucoup plus de volume. Donc les techniques ont dû évoluer. Les techniques ont évolué. Elles sont encore en train d'évoluer. Puis on n'arrête pas le progrès. Alors c'est quoi la scierie de demain? La scierie de demain, c'est une scierie qui est quasiment automatique, on va dire. Il faudra toujours les opérateurs qui conduisent ces machines, mais ça sera beaucoup moins physique que de nos jours. D'ailleurs, actuellement, c'est déjà moins physique qu'il y a 50 ans,
Mais voilà, ça sera beaucoup plus facile. Et est-ce que les produits finis ont aussi évolué à travers les années? Est-ce que maintenant vous faites peut-être plus de parquet qu'à l'époque de votre papa? Pour nous-mêmes, effectivement, papa faisait une sorte, il faisait du bois de charpente, il s'occupait de la petite clientèle locale. Nous, on a un panel de clients qui est beaucoup plus vaste. Donc, ce qui nous amène à transformer un petit peu, enfin, plusieurs essences de bois. Et donc d'ailleurs, voilà, vous avez plus de variétés de bois en fait. Oui, il faut. On est comment je veux dire, on est constamment en train d'innover, de rajouter, de se diversifier. Sinon, on ne peut plus exister. C'est ça, le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Je vous propose maintenant de découvrir les spécificités d'un bois de chez nous, le bois des Vosges du Nord. Regardez. Le territoire des Vosges du Nord, c'est 2 départements, le Bas-Rhin et la Moselle, et 9 collectivités territoriales allant de Wissembourg à l'Alsace-Bossu, en passant par le Pays de Bitche. La charte forestière de territoire recense 129 000 hectares de forêt, soit un taux de boisement de 49%, un véritable océan de verdure. Le Pays de Bitche est relativement riche en forêt, c'est un territoire qui est boisé pour certaines communes à plus de 80%. On sait que les essences les plus représentées sont le chêne, le hêtre et le pin sylvestre. Le paradoxe, c'est que les bois qui sont sciés dans le Pays de Bitche ne viennent pas forcément du Pays de Bitche. On dénombre une trentaine d'essences forestières sur le territoire des Vosges du Nord. Le hêtre, le pin sylvestre et le chêne représentent 69% du volume sur pied. Ces essences sont essentiellement utilisées en tant que bois d'emballage ou bois d'énergie. Seul le chêne est polyvalent et peut être utilisé en parquetterie et en ébénisterie. Les bois de construction à forte valeur ajoutée, comme le sapin, le mélèze et le douglas, sont moins représentés. Pour pallier ce manque, de nouvelles espèces ont été plantées. On a planté des espèces qui n'étaient pas là avant, entre autres l'épicéa, puisque c'était un bois de construction, mais aussi pour les bois à pâte à papier. Et les bois de mine. Voilà, donc c'était une essence qui était très appropriée à ça. Selon la charte forestière de territoire, l'accroissement du volume forestier des Vosges du Nord représente un gain de 19 millions d'euros par an. Le secteur forêt-bois aujourd'hui, c'est plus d'emplois que le secteur automobile. Depuis toujours, le bois occupe une place prépondérante dans l'économie. Il contribue au développement des territoires, notamment ruraux. Bien évidemment, le bois a créé de l'emploi, des métiers et savoir-faire qui perdurent encore aujourd'hui dans de nombreuses entreprises du secteur. Allez, on vous emmène maintenant à la découverte de ces métiers du bois. Il est le matériau naturel par excellence. Le bois peut servir à tout ou presque. Depuis la préhistoire, l'homme l'a façonné, sculpté selon ses besoins. Et au fil du temps, les métiers se sont spécialisés. Le premier de la chaîne, le bûcheron. Il s'occupe de l'abattage en forêt. Puis le débardeur sort les grumes des parcelles, soit de façon mécanique, comme ici, ou à l'ancienne, à l'aide du cheval. Ici, le cheval permet surtout de préserver les sols dans le cadre d'une gestion plus durable de la forêt. Il est aussi capable d'entrer dans des parcelles inaccessibles aux tracteurs. Le scieur de long est ensuite chargé de débiter les grumes. Ce travail s'effectue en scierie. Dans le parc des Vosges du Nord, par exemple, on travaille le hêtre, le pin sylvestre dit pin de Hanau, l'épicéa ou encore le chêne. Ce que l'on appelle la seconde transformation, c'est le travail du charpentier, de l'ébéniste, du menuisier, du luthier, du tourneur et du sculpteur. Aujourd'hui, le travail de chacun s'est modernisé lorsque certains métiers ont disparu avec l'apparition de nouveaux matériaux. Ainsi, on ne trouve plus guère de charrons et peu de sabotiers. Les derniers sont des passionnés qui perpétuent une tradition pour ne pas perdre un savoir-faire ancestral. Au Pays de Bitche, un sabotier est encore en activité et le musée de Sourtes raconte la grande aventure des Klumbemacher. Au village des sabotiers, le bois est la ressource naturelle de base. Le musée, d'ailleurs, est un bâtiment haute qualité environnementale, entièrement en bois. Donc là, on arrive à un arbre qui va aussi être coupé. Il a la marque rouge. Oui. Donc c'est un chêne. Oui. Il mesure combien? Il fait 45 cm de diamètre. Donc là, il est prêt à être coupé? Il est un peu petit, mais il est en train de dépérir. Il y a son pied qui sèche, et donc on le récolte avant de perdre la valeur. D'accord. Nicolas de Rigbourg, vous êtes responsable d'unité territoriale à Bitche. Alors déjà, expliquez-moi comment est-ce qu'on choisit l'arbre qu'on va couper. Par exemple, celui-ci, je vois qu'il a un rond jaune.
Ça veut dire qu'il va être coupé? Alors celui-ci, avec son rond jaune, ça veut dire qu'il ne va pas être coupé. Ah, d'accord. C'est une tige qui est... c'est un petit bois de hêtre qui est de belle qualité. Il a un fût bien droit, bien lisse. Il a un houppier au-dessus des branchages qui sont bien développés. Donc ça, c'est un arbre qu'on a repéré pour qu'il soit préservé au moment de la coupe, parce qu'on envisage de l'emmener sur des gros diamètres, 65-70 cm, pour le récolter quand il aura atteint sa maturité. Donc le marquage est là en prévention, en fait, c'est ça? C'est ça. Et donc les arbres qu'on va couper, ce sont ceux qu'on voit, qu'on voit derrière, là, qui ont un trait rouge. Oui. Donc là, on a un hêtre, par exemple, qui a un trait oblique rouge, et qu'on va enlever au profit notamment du chêne qui est à côté. D'accord. Cette action-là, on est sur des essences, le chêne et le hêtre, qui se concurrencent, et dans cette relation de concurrence, c'est le hêtre qui est le plus fort, alors qu'au niveau de ces deux arbres-là, celui qui a le plus de valeur économique, c'est le chêne. Donc le travail du forestier, là, c'est d'accompagner le développement du chêne en enlevant ce hêtre qui va venir le concurrencer dans son houppier et lui faire perdre de la croissance, voire l'amener à la mortalité. Est-ce qu'ici, sur le secteur, on coupe trop de bois? Comment est-ce qu'on régule un petit peu la coupe? Alors dans les forêts publiques, les forêts des communes et les forêts de l'État, la gestion, elle est encadrée par un plan de gestion qu'on appelle un aménagement forestier. C'est contrôlé. On ne peut pas couper autant de bois qu'on veut à l'année. Un aménagement, ici on est en forêt domaniale, l'aménagement de la forêt domaniale, il est validé par le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Environnement. Donc c'est un document qui est étudié, analysé, proposé par l'ONF et qui fait l'objet d'une validation. Et donc derrière, nous, on le décline annuellement à travers un programme de coupe notamment. Et l'indicateur de l'intensité de la gestion, c'est souvent le volume qu'on prélève par hectare et par an, et qu'on va comparer à la valeur d'accroissement de la forêt, c'est-à-dire combien la forêt produit, combien on récolte. Nous ici, sur l'unité territoriale de Bitche, on récolte en gros entre 4 et 5 mètres cubes par hectare et par an de bois. Et donc ça, c'est à peu près la valeur de... Non, c'est pas énorme, mais c'est de l'ordre de la valeur d'accroissement qu'on estime sur le secteur. D'accord. Et il existe aussi un dispositif pour acheter ce bois une fois qu'il est coupé. Comment ça fonctionne? Ça s'adresse à qui exactement? Alors le bois qu'on marque, après on le met en vente. On a des acheteurs professionnels et puis des particuliers aussi. Les particuliers, c'est plutôt pour le bois de chauffage. Oui, d'accord. Donc par exemple, le petit hêtre qu'on a vu là, ça peut être tout à fait le genre de tige qu'on vend aux particuliers pour du bois de chauffage. Mais l'essentiel du volume qu'on vend, on le vend aux professionnels. Et à l'heure actuelle, on vend ça dans des ventes publiques. D'accord. Et donc ces ventes publiques sont informatisées depuis une dizaine d'années, mais la grosse évolution là, de cette année, c'est qu'on va passer par une vente par Internet. D'accord. Alors on achète quoi? On achète un lot sur un catalogue en ligne? Voilà, il y a un catalogue qui est en ligne à disposition. Ensuite, donc les acheteurs peuvent voir les lots qui sont proposés. Ça ne change pas beaucoup par rapport à avant, c'était un catalogue en papier, maintenant il est numérique. Et ensuite, il y a des dates de vente, et ces dates de vente, à ces dates de vente, l'acheteur peut soit venir dans la salle des ventes avec son ordinateur pour se connecter localement à Internet pour pouvoir faire des offres, ou alors il peut aussi faire ça depuis son bureau, n'importe où, partout où il a une connexion Internet. Voilà, donc le milieu forestier en fait s'adapte aux techniques modernes, notamment pour l'achat de bois, quoi. C'est incroyable. Et en forêt, vous tomberez certainement sur les maisons forestières. Allez, on vous en dit plus sur ces logements et sur le personnel qui y habite. En 2018, l'ONF compte près de 10 000 agents et gère quelques 2000 maisons forestières liées à des forêts domaniales. Ces maisons ont deux statuts. Certaines appartiennent en propre à l'ONF, généralement celles situées en dehors des massifs forestiers. Les autres appartiennent à l'État et dépendent de son domaine privé. L'ONF en dispose par le biais d'un bail emphytéotique. Les forestiers, à la base, c'était des gardes et ils habitaient donc des maisons forestières, parfois des maisons forestières qui étaient au milieu des bois, quoi. Ou ici, comme là où j'ai habité moi pendant 27 ans, à la maison forestière à côté, qui va être vendue prochainement. Depuis le début des années 2000, l'ONF est amenée à vendre les maisons forestières dont elle n'a plus l'usage et dans le but d'en obtenir des revenus. C'est particulièrement le cas de celles situées en lisière de forêt. Les ouvriers forestiers bénéficient en Alsace-Moselle de certains avantages sociaux. Dans ces départements, les maisons forestières sont gracieusement mises à disposition des agents de l'ONF. Ils avaient leurs droits et leurs devoirs, donc ils avaient des terrains de service. Ils avaient une paye peut-être assez maigre, mais ils avaient premièrement du terrain de service. Ils avaient un jardin, ils avaient des terrains de service. Ils pouvaient donc
avoir des vaches, hein, quelquefois des moutons, des vaches. Le personnel qui habitait la maison, quand même, la famille entretenait. Il devait d'ailleurs, d'après les textes officiels, entretenir la maison en bon père de famille. Aujourd'hui, tous les postes ne sont pas associés au logement, mais lorsque c'est le cas, les dépenses d'entretien de ces maisons sont réparties annuellement par l'administration forestière entre les propriétaires des forêts comprises dans la circonscription du titulaire du poste et proportionnées à l'étendue des forêts. L'agent chargé de l'entretien et de la gestion des forêts bénéficie aussi de dotations en bois de chauffage pour la maison qu'il occupe. Donc pendant longtemps, par exemple, moi je bénéficiais de 28 stères de bois de chauffage. Les forestiers tous, hein, tous les forestiers, 28 stères de bois de chauffage pour chauffer leur maison, quoi. Nicolas de Ricbourg, comment se porte notre forêt sur notre secteur? Est-ce qu'elle est en déclin, en croissance, elle stagne? Expliquez-moi un peu. Alors la surface forestière, elle est relativement stable. On est sur de la forêt domaniale, là, sur l'unité territoriale de Bitche. Et donc la surface domaniale, elle est protégée par le code forestier. Et la surface est stable. On a 15 000 hectares. D'accord. On reste au même niveau. Alors on entend souvent parler de maladies, d'invasions. Comment ça se passe ici sur le secteur? Alors les problèmes sanitaires qu'on rencontre en forêt, ils sont depuis quelques années assez diversifiés et importants. Donc, sur le secteur de Bitche, on a une problématique assez locale et spécifique, c'est l'invasion par les hannetons forestiers qui nous causent des dégâts sur les jeunes plants, notamment, principalement. Et cette année, on a eu une phase de vol des adultes, avec de la défoliation aussi, essentiellement sur les chênes. D'accord. Donc ça, c'est une problématique sanitaire locale liée au milieu sableux. Un autre gros problème qui est plus national, c'est les épidémies de scolytes, de l'épicéa, avec donc on a le cas ici. Ici, de ce côté-là de la forêt, donc, on voit que les arbres deviennent gris en fait, c'est ça? Les épicéas ont le feuillage qui brunit, qui jaunit, puis ils perdent leurs aiguilles. Du fait de la présence de ces petits insectes sous leurs écorces, qui viennent, qui piquent, qui pondent sous l'écorce. Les jeunes se développent, s'envolent et ça fait mourir les arbres. Est-ce qu'il existe des solutions pour éviter ça ou pour traiter ce problème? Alors en fait, l'épicéa en plaine, en dessous de 1000 mètres d'altitude, il est pas vraiment à sa place écologiquement. D'accord. Et donc il est plus sensible qu'en altitude à ce genre de phénomène. Alors on peut essayer d'endiguer les problèmes, notamment en coupant les arbres scolités très tôt, en les sortant de forêt pour éviter que les insectes essaiment, fassent leur cycle et aillent coloniser d'autres arbres. Mais c'est une lutte qui est particulièrement difficile. Donc après, la bonne solution, c'est aussi apprendre à produire en forêt, en plaine, sans l'épicéa, en limitant sa place. Changer la variété d'arbres en fait, qu'on plante. Donc ici, sur Bitche, on a en gros, sur les 15 000 hectares de forêt domaniale, il y a 1000 hectares d'épicéas, ça ne représente pas grand-chose, et 50% de cette surface-là, elle est mélangée, c'est des petits bouquets comme ce qu'on a ici. D'accord. Donc la surface où il y a vraiment un risque d'avoir du dépérissement massif, elle est assez plutôt faible. minime. Oui, effectivement, parce que malgré ces quelques petits problèmes sanitaires, les forêts continuent de plaire aux visiteurs, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Regardez. La forêt n'est pas qu'une ressource économique, elle est également un lieu de loisirs et de sociabilité. Elle accueille plus de 500 millions de visites chaque année sur tout le territoire français. Le parc naturel régional des Vosges du Nord, c'est 85% de couverture forestière. Un milieu où l'on travaille, mais aussi un espace propice à la randonnée. L'ONF multiplie les partenariats avec les fédérations sportives pour permettre à tous de profiter de la forêt. Ainsi, le club vosgien a balisé 2600 km d'itinéraires sur ce territoire. Des itinéraires qui serpentent sur les traces d'une longue histoire humaine, des châteaux aux arbres remarquables. Le parc a aussi contribué à la préservation et la valorisation des milieux. Ses compétences en matière de protection de la nature recouvrent essentiellement la gestion de réserves naturelles, la gestion des forêts et de l'eau, le suivi et l'inventaire du patrimoine naturel. Il joue également un rôle d'animation dans le cadre de Natura 2000. Ces animations sont conçues et animées par l'équipe technique et ses partenaires, et sont pour la plupart gratuites. Sur le thème de la nature, une quarantaine de sorties sont organisées cette année. Cynégétique et gestion forestière n'ont pas toujours été au diapason. Les premiers traités de sylviculture au XIXe siècle ne prenaient pas en compte les chasseurs, ni même les populations animales des forêts. Tout comme les chasseurs ne s'occupaient pas de gestion forestière.
Aujourd'hui, forestiers et chasseurs œuvrent dans un même objectif, la gestion durable de la forêt. La forêt fait partie de notre environnement naturel et culturel. Apprendre à mieux le connaître permet aussi d'œuvrer à sa protection, garder un équilibre entre exploitation de la ressource et préservation des paysages. Voilà un défi au quotidien pour tous. Michael Weber, vous êtes le président du parc naturel régional des Vosges du Nord. Il est très fréquenté, ce parc. Concrètement, c'est un atout pour le territoire. Oui, il est d'abord très habité. C'est un parc qui a effectivement une forte population, puisque sur les 111 communes, on a à peu près 80 000 habitants. Et puis c'est un secteur aussi qui est attractif du point de vue touristique. Donc c'est un secteur qui est fréquenté, qui bénéficie de cette histoire, de cet environnement particulier. Votre rôle, c'est aussi la préservation des milieux de manière générale. C'est quoi vos actions sur le terrain? C'est vrai que le premier angle d'attaque des parcs naturels régionaux, c'est la préservation de l'environnement. Tout découle, la culture, le patrimoine découle de cet environnement. Et là, on a une action notamment sur la forêt, à la fois avec des mesures de protection fortes. Il y a 0,6% du territoire qui sont protégés de façon extrêmement forte, 12% de protection contractuelle, où effectivement avec les communes, on travaille sur Natura 2000, sur des zones naturelles d'intérêt écologique et faunistique. Et puis on a aussi une protection volontaire, c'est-à-dire par des communes qui veulent avoir un lieu, qu'ils qualifient de sanctuaire de nature, ou par des sylvotrophées où on reconnaît là aussi sur la gestion forestière une gestion particulière. Est-ce que tout ça, ça a des retombées sur le secteur, sur les communes Un élément, c'est la retombée économique, c'est-à-dire comment est-ce que l'on fait en sorte que la forêt puisse être valorisée de façon économique. L'autre retombée, c'est aussi des retombées scientifiques. Et puis dernière chose, environnementale, c'est ça ? Environnementale, alors d'abord de connaissances, mais aussi de retour des espèces. Le faucon pèlerin est un oiseau qui est revenu sur le territoire, les batraciens se portent mieux, la cigogne noire est revenue après 30 ans d'absence dans la forêt localement. Donc on voit bien que l'impact et que la gestion de ces milieux-là par les parcs naturels régionaux en France, qui sont 54 et qui représentent 17% du territoire français, a un impact sur la biodiversité. Ah oui, tout ça c'est essentiel en fait. C'est essentiel parce qu'on considère que c'est un des éléments effectivement qui maintient aussi la présence, y compris de l'humain. Et le parc des Vosges du Nord est particulièrement reconnu pour la venue prochaine, notamment du lynx, puisque le lynx a été relâché en Allemagne et qui rejoint nos forêts. Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui évoluent en forêt. On constate aussi quelque chose de complètement différent sur le secteur. Cette fois, c'est le bois qui s'invite dans nos habitats. Je vous propose de regarder un reportage qui vous explique tout. Si nos forêts n'abritent pas de bois dits précieux, elles ne manquent pas de bois nobles, comme le chêne par exemple. Parmi les plus grands fabricants de parquets et planchers massifs, Chêne de l'Est est implanté à Hambach. L'entreprise se fournit dans la région pour produire des parquets haut de gamme. Le bois est devenu produit de luxe et lorsqu'il est d'origine et de fabrication française, c'est le gage d'une qualité irréprochable à l'étranger, tout comme l'est un parfum de créateur. Une autre essence commence à se faire une place dans le domaine des bois de qualité, le hêtre. À Goetzenbrück, on scie principalement du hêtre issu des forêts de la grande région. Travailler le hêtre est délicat, surtout lorsqu'on s'est fixé un objectif de qualité. Alors la qualité des bois, elle est en train de changer, malheureusement suite à ces quelques années où il y a eu de fortes chaleurs et un manque d'eau. Les nappes phréatiques sont très basses, donc tous les bois qui sont, on va dire, dans les plaines souffrent de ce manque d'eau. Donc elles sont un petit peu en train de s'assécher. Ce sont des bois qui dépérissent rapidement au soleil. Le hêtre est un bois qui est difficile à tenir. Une fois qu'il est coupé, il s'échauffe. Il chauffe et il se tache. Donc c'est très compliqué à garder un bois de qualité une fois qu'il dépérit. Pour que le hêtre soit exploitable, il faut lui faire subir quelques transformations et il faut aller très vite. Première étape après la coupe, l'étuve, puis le séchage. L'entreprise a investi dans 850 mètres cubes de volume de séchage. Le hêtre de nos forêts ne restera pas en France. Toutes ces palettes sont destinées à l'exportation pour être transformées. Il y a des étapes de fabrication un petit peu, qui manquent un petit peu dans l'industrie du bois aujourd'hui, qui ont disparu. Et que oui, ça serait intéressant d'avoir ces quelques marches qui manquent pour continuer à pérenniser le savoir-faire et puis la qualité de nos produits, Il n'y a pas assez de débouchés en local pour les scieries, mais les bois de nos forêts ont une belle réputation à travers le monde. Produits bruts ou produits finis, le Made in France est synonyme d'excellence.
Caroline Salomon, vous êtes animatrice de la charte forestière de territoire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette charte forestière de territoire ? Alors une charte forestière de territoire, c'est un document cadre, mais c'est avant tout une démarche qu'on a co-construite avec les acteurs du territoire, donc des habitants, mais surtout des acteurs économiques, les entreprises et des partenaires institutionnels, donc comme l'ONF, l'Office national des forêts, donc l'interprofession du bois, FIBois Grand Est, les communes forestières et puis tout un tas d'autres collectivités. Également l'association Synergie Bois Local, qui est une association qui regroupe des entreprises de la filière bois dans les Vosges du Nord et dans l'Alsace du Nord. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu à un moment donné réfléchir à cette charte, à imaginer cette charte ? En fait, on est parti d'un diagnostic de territoire qui a posé vraiment un diagnostic complet et qui nous a montré qu'on a une ressource forestière qui est abondante. Oui. On a 3 essences principalement qui constituent notre massif forestier. Donc le hêtre qui est l'essence majoritaire, le pin sylvestre et le chêne. Et en fait, de ces 3 essences, le hêtre et le pin sylvestre principalement créent relativement peu de valeur ajoutée sur notre territoire. C'est-à-dire que le hêtre, il est scié et puis les sciages tout de suite sont exportés. On n'a plus d'entreprises qui créent de l'ameublement sur notre territoire. Et donc on réimporte les meubles une fois qu'ils sont déjà créés, donc on perd de la valeur ajoutée. Et le pin sylvestre, lui, est principalement utilisé pour la palette. Et donc c'est un débouché qui est de faible valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'une palette va coûter quelques centimes d'euros. Donc on a vraiment eu un constat qu'il fallait développer de nouveaux débouchés pour ces essences-là sur notre territoire, parce qu'on a toutes les entreprises présentes dans la filière. On a presque plus de 150 entreprises sur notre territoire, 1500 salariés autour de ces entreprises. Donc tous les savoir-faire sont réunis. Maintenant, on valorise très peu le bois local. Et alors, c'est quoi vos actions pour que ça fonctionne ? Ouais. Alors en fait, notre stratégie, on l'a construite autour d'un slogan qui est de passer par l'économie, tous les leviers économiques pour évoluer vers une forêt naturelle et pour valoriser ces essences naturelles de notre forêt. Et donc du coup, c'est vraiment une logique de filière. Donc il faut à la fois valoriser toutes les sortes de bois, faire en sorte que lorsque le bois sort de la forêt, il est bien trié et il est destiné à son meilleur usage possible. Et puis ensuite, il faut aussi accompagner les entreprises pour qu'elles s'améliorent dans leur manière de fabriquer. Qu'elles acceptent le changement. Exactement. C'est souvent des petites entreprises familiales, donc il faut les accompagner vers l'innovation, effectivement. Et puis aussi, il faut les aider à innover et à inventer de nouveaux débouchés qui valorisent le bois local. Ensuite, il faut faire en sorte que cette offre en bois local soit visible et accessible pour les consommateurs. Et puis enfin, il faut lancer toute la filière avec des commandes publiques, des bâtiments pilotes, mais pas que, des bâtiments aussi de type tertiaire ou collectif pour des petits immeubles par exemple. Il faut construire en bois, utiliser du bois. Et donc ça, voilà, on espère passer par la filière, par la commande publique pour vraiment valoriser le bois local. Effectivement, c'est une manière de cadrer, de structurer l'avenir en fait, c'est ça. Hein. D'ailleurs, je vous propose de faire un point sur les perspectives d'avenir qui attendent la filière bois. Des maisons en bois construites en un jour, des bâtiments aux performances énergétiques remarquables, des ossatures en bois innovantes, là se trouve l'avenir de la filière bois dans notre région. Et le tout avec une dimension locale de la forêt aux produits finis. Des exemples concrets voient le jour sous l'impulsion du label Terre de Hêtre ou de la charte forestière territoriale du parc des Vosges du Nord. Ainsi est né le BAT innovant de Prochdorf. Du bois des Vosges du Nord, scié sur place, est mis en œuvre pour la construction de ce bâtiment. De plus, il s'agit de hêtre, un bois qui commence à se faire une place dans la construction. Même chose à Schweyen, avec la salle communale en lisière de forêt qui se fond dans son environnement. À Egelsart, on a la chance d'avoir une forêt communale et quand il a fallu réfléchir à une extension pour la salle des fêtes, on s'est naturellement tourné vers la ressource disponible, le bois. Et pas n'importe lequel, du pin de Hanau, variété endémique des forêts sur sable des Vosges du Nord. Ici, on a dit, on a une forêt communale. On a le bois qu'il faut. Hein. Le pin sylvestre, ici, on a pris du pin sylvestre de la race noble de Hanau, c'est-à-dire le vrai pin d'ici. Le vrai pin de chez nous, qui égale en beauté les pins de Riga en Lettonie. Hein. Donc, on est fiers d'avoir ce bois-là. On l'a dans la forêt à côté. Donc, on l'a exploité, on l'a fait couper dans la forêt. Il y a une entreprise de la région, c'est quand même rare, qui est venue le chercher avec ses camions en forêt, les 28 mètres cubes. Ils l'ont ramené chez eux, ils l'ont scié, ils ont préparé le bois et ils sont venus monter cette charpente. Ils l'ont montée ici, mais alors de façon, et c'est une charpente très traditionnelle. Tout le monde est émerveillé, c'est vraiment selon la méthode ancienne qu'on a construit ça.
Un exemple à suivre pour tous ceux qui envisageraient une construction en bois. Pas besoin d'aller chercher des arbres autrichiens ou scandinaves. Nos forêts ont de la ressource et pas seulement pour partir en fumée. Voilà, notre émission à la découverte de ce matériau incroyable qu'est le bois se termine. Vous l'avez compris, le bois a façonné et façonne encore notre territoire. Nos forêts sont de véritables poumons verts. Il faut savoir en profiter et surtout les préserver. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt.